Donc Quentin, peux-tu me parler un petit peu de toi, de ton parcours, ce que tu fais dans la vie? Alors, moi j'ai un parcours à la base de biologiste, qui petit à petit s'est tourné vers l'archéologie. J'ai fait des études de bio, parallèlement je fais des chantiers de fouilles, et puis petit à petit j'ai réussi à rejoindre les deux en fait. Par une discipline qui est pas très connue, qui s'appelle la phytoarchéologie. Alors pas très connue en France, disons que le nom n'existait pas en français. J'ai traduit de l'anglais, c'est quelque chose qui était connu dans le monde anglo-saxon. En France, c'est quelque chose qui est pourtant connu depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'on observe en fait des anomalies de végétation sur les sites archéologiques. Par exemple, on a des plantes qui vont pousser, je pense à une étude vraiment très ancienne, dans le coin de la forêt d'Orléans, où on avait en fait des plantes calcaires qui poussaient sur un terrain où il n'y avait que du sable, et qui poussaient en ligne. Et en fait, c'était une grosse voie romaine faite avec des blocs de calcaire qui traversaient en fait la forêt. Et en fait, chaque plante, voilà, elle est là parce que, alors, pour plusieurs raisons. Elle a d'abord été amenée sous forme de graines ou de manière plus ou moins naturelle, ou de bouture aussi si c'est une plantation humaine aussi. Mais après, il faut qu'elle se plaise en fait sur un milieu naturel comme ça. Même si on plante par exemple un arbre, si le milieu lui convient pas, petit à petit il va mourir. Et c'est pas dit qu'il donne des descendants qui petit à petit vont mourir aussi en fait. Donc au final, la végétation, ça reflète l'état du sol, au sens où le sol est son facteur de croissance. Et sur un site comme les Dunes du Châtel, en fait, on a des perturbations humaines dans tous les sens. On a créé des conditions topographiques vraiment, on va dire, pas très naturelles. Des fortes pentes, on a des zones où on peut avoir de la présence de rochers en sous-sol avec du mortier justement calcaire, alors qu'on est justement dans un milieu qui est plutôt acide normalement. Voilà. Dans le fond, par exemple, là-bas, on a un énorme charme. On le voit là. Le charme, normalement, c'est une plante typique dans le bassin parisien, justement des terrains calcaires. Et en Bretagne, on la trouve quand même assez rarement. Et souvent, elle est proximité de zones où on a eu l'utilisation de mortier de chaux et des choses comme ça. Pareil, à côté de ça, on va avoir des plantes qui vont aimer des sols plutôt riches, plutôt enrichis. Là, par exemple, juste à côté, on a un nid. Là, on a un merisier qui montre qu'on a quand même eu un enrichissement du sol localement, et des sols qui sont globalement pas très acides. Et à côté de ça, on va avoir des zones où on va avoir du châtaignier, qui est plutôt un arbre de terrain plutôt acide. Donc on a en fait toutes ces plantes-là qui vont se côtoyer, et des fois on a des aberrations en fait sur des zones de des plantes de milieux plutôt acides et des plantes de milieux plutôt calcaires qui vont vraiment se côtoyer à quelques mètres l'un de l'autre, et on va voir comme ça des anomalies se créer dans la végétation. Donc la végétation, elle va comme ça nous révéler qu'est-ce qu'a fait l'homme, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous terre qui peut, on va dire, être la cause de ces différences végétales. Et alors du coup, techniquement, une fois que tu as fait ces relevés terrain avec les bénévoles, c'est quoi le travail après? Donc là, par exemple, on cartographie tout ce qui est arbres, arbustes. Alors on fait une cartographie, pour l'instant ça ressemble pas vraiment à une carte, c'est un relevé papier. Derrière, il faut traiter toutes les données pour remettre ça sous forme cartographique. Après, on va se retrouver à avoir une carte de tous les arbres arbustes de l'ensemble du site. Pour l'instant, on a déjà fait toute la basse motte qui est ici. Il reste encore tout le boulevard périphérique et la haute motte après. Pour tout ce qui est relevé de végétation, donc on a cette cartographie des arbres, et on fait aussi une carte de la
la strate herbacée, donc toutes les plantes herbacées. Et là, on peut pas tout faire, c'est pas possible, on peut pas avoir une cartographie exhaustive. Donc du coup, on fait des relevés localisés. Et donc en 2018, il y avait déjà eu un premier relevé phytoarchéologique au but. Et qu'est-ce que ça a donné? Donc il y a des choses qui sont ressorties. Déjà, on voit il y a par rapport à la surface du site, par rapport à une fois de la même surface en fait, on a une concentration de variétés de plantes qui est énorme. En fait, c'est une explosion de biodiversité. En fait, on a plus d'une centaine d'espèces en fait, rien que sur le site. Parce qu'on a en fait plein de milieux qui se juxtaposent en fait. Donc cette juxtaposition des milieux fait qu'on a plein de micro-habitats différents pour les plantes, ce qui fait qu'elles vont toutes pousser en fait les unes à côté des autres, chacune dans leur petite niche en fait. Et donc nous ce qu'on étudie justement c'est pourquoi autant de plantes déjà, et puis leur répartition, on voit qu'elle est très très inégale. On a des plantes qui vont être très très localisées, par exemple dans la partie qui est un petit peu plus haut là, on a du groseillier à Macron, qui est clairement une plante qui est assez rare en milieu naturel dans le coin. On a moins d'une cinquantaine de zones naturelles dans le département où on en a. C'est vraiment très très localisé et à chaque fois c'est sur des sites archéologiques. C'est une plante qui a clairement été amenée par l'homme et qui est, on va dire, c'est une échappée de jardin qui est restée là et qui a su résister au temps. Alors Sabine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? Alors moi, j'écoute bien mes deux collègues et je prends les notes. Donc à partir d'un point repère, Fred va à un arbre, il mesure la distance par rapport au point repère et Quentin mesure l'angle. Et je note tout ça et après il se débrouille. Mais peux-tu nous montrer le nuage de coordonnées et d'informations que tu as, s'il te plaît? Voilà. Et donc tout ça sera retranscrit sur logiciel. Ouais, voilà. Et du coup, après, ils ont la carte avec tous les arbres. Et quels arbres? Et oui. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je repère en fait les arbustes là où ils sont situés par variété. Donc, j'indique la variété à Sabine. La distance par rapport au point de repère. Et après, Quentin, lui, il prend l'angle par rapport au point de repère. Et aujourd'hui, vous vous concentrez davantage sur les arbres? Oui, on fait arbre et arbuste. Donc, tout ce qui est à peu près à plus de 50 cm de hauteur. Donc, typiquement, ça, par exemple, qui est un oisetier. Ça, qui est un fusain. Ceci qui est un merisier. Et on repère aussi certaines variétés comme le noyer ici, qui est assez remarquable. Et voilà. Merisier, 8 mètres. Le merisier, il a 355, Sureau, 8 mètres 10. 353. Merisier, 840. 354. Attends, non. 350. Merisier, 880. 349. Tycho, 580. 346. 620 laurier. Le
pas mis, il a 343. Psycho-silette. Le il a 349. Qu'est-ce qu'il a, Laurier? Celui-là, normalement non. 6 mètres, Laurier. Là, par exemple, on a une plante qui va pousser juste là-haut, un petit peu plus haut, là. C'est la kélidoine. Donc, il y en a très très peu sur le site. Il y en a ici, il y en a vraiment de l'autre côté. Et ici, en fait, il y a eu un sondage de près, donc, il y a 2 ans. Un peu malencontreux, mais c'est pas un sondage prévu. C'est EDF qui a fait quelques petits travaux pour installer un transformateur. Et donc il y a une tour en fait qui est sortie juste là. Et du coup la kélidoine elle est aussi de l'autre côté. On a à peu près la même configuration topographique où je pense qu'en fait on a aussi une deuxième tour. Donc cette kélidoine c'est ce qu'on appelle l'arbre à verrues, qui fait une sorte de lait un peu jaune-orange qu'on va mettre sur les verrues en fait pour les soigner. Qu'on retrouve souvent dans les jardins au pied des murs en fait où il y a de la maçonnerie qui a un petit peu dégueulé au moment où on a fait le mur, donc il y a toujours un petit peu de chaud qui va traîner au pied du mur et elle va souvent pousser dans ces conditions là. Donc quand un milieu assez calcaire, aussi bien que du troène qu'on va trouver ici. Et puis de l'autre côté sur la basse note, juste à côté là on a pareil d'autres plantes calcaires. Donc par exemple on a de la clématite qu'on trouve normalement souvent sur la côte en fait, sur les amas coquillers en fait côtiers. Et puis donc de l'orme qui pareil se retrouve souvent en bord de mer sur ces dépôts côtiers. Plutôt pareil des plantes très très calcaires qui vont être là à cause de la présence de mortiers de chaux.